Alors, nous allons maintenant avoir le plaisir de vous parler d'un des grands succès de ces dernières années. C'est le projet Confluence dans le cadre de l'appel à projet Excellence. Et alors François Germinet, directeur du pôle connaissance au SGPI, le secrétariat général pour l'investissement, ne peut malheureusement pas être présent avec nous aujourd'hui, mais nous avons la grande chance d'avoir Michel Terret, que vous avez déjà entendu ce matin, mais qui est vraiment celui qui a porté ce projet Excellence sur les fonds baptismaux, qui a rédigé avec d'autres toute la réponse à l'appel à projet. Et c'était dans le cadre des âmes. Et maintenant, nous avons rapatrié ce projet au sein du CNAM. Et puis, à nos côtés, et je l'en remercie beaucoup, Lise Dumazy, qui vient du SGPI et qui va aussi nous parler de sujets extrêmement importants en lien avec ce que nous entendons faire au CNAM pour adapter les formations aux besoins des territoires et des bassins d'emploi. Donc, c'est un projet qui démarre juste et qui ne pourra pas se poursuivre sans vous. Vous êtes au cœur de ce projet et c'était très important que nous consacrions un peu de temps durant ce séminaire et durant ces 230 ans pour vous parler de ce projet et de nos attentes aussi et de tout ce qui peut apporter au CNAM, à la France et au-delà. Alors, on va commencer par une vidéo de Monsieur Bonnel, donc, qui est le directeur, quel est son titre? Oui, le directeur du SGPI, voilà, à la tête du SGPI. Oui, voilà, c'est ça. En disant SGPI, je me suis dit que là... donc, Madame Dumazy est à l'Agence nationale de recherche, très important aussi pour les appels à projets. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, beaucoup des financements se font à ce niveau, soit l'ANR, soit le SGPI, soit encore d'autres appels à projets. Mais c'est devenu essentiel pour un établissement comme le nôtre de répondre à ces appels à projets. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a créé une cellule d'appel à projets dont Sylvain Ferrari a déjà dit quelques mots. Bonjour, je suis sincèrement désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais absolument pour cet anniversaire, 230 ans, à au moins vous adresser un petit mot. Le CNAM, c'est à la fois un nom mythique pour les gens comme moi qui ont fait des prépas. C'est aussi un nom mythique parce que c'est la formation qui a vécu la révolution industrielle, la vraie, la forte, celle qu'on décrit dans Zola et qu'on voit dans toute cette évolution de l'empire de Napoléon III. Mais le CNAM, c'est aussi une constance dans cette formation, c'est une constance qui va faire que vous allez aussi vivre la deuxième révolution industrielle, celle que nous sommes en train de vivre, celle de l'intelligence artificielle, celle de la robotique, celle également des sciences technologiques qui s'associent aux sciences de la vie. Donc véritablement une continuité, mais à la fois avec un changement radical de perception, d'environnement, et après avoir été des écoles de référence, je l'ai dit, de la première révolution industrielle, puis du renouveau, de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, le CNAM va rentrer dans ce qu'on appelle l'école des 30 vertueuses, celle d'une industrie qui sera plus propre, celle d'une industrie qui ira vers un plus grand respect de l'environnement, un plus grand équilibre entre les hommes et les femmes au travail dans l'industrie, et véritablement être un des acteurs de ce changement, de notre transformation sociétale, qui d'une chenille fossile va devenir un papillon électrique. Et c'est grâce aux efforts des centres de formation comme le CNAM que nous allons réussir à avoir une dynamique à la fois d'une jeunesse qui va se tourner vers ces métiers industriels, et également de la reconversion de personnes qui vont vivre cette évolution de leur carrière et pouvoir, grâce au CNAM, trouver des nouvelles voies et véritablement montrer que la France sait relever la tête de ces défis du XXIe siècle. C'est bien de le mettre en main, de le mettre effectivement.
Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour préciser un tout petit peu d'où je parle, parce qu'effectivement, c'est en lien aussi avec le SGPI, même si je ne fais pas partie du SGPI. Donc, je suis la responsable pour l'Agence nationale de la recherche, de l'action Excellence sous toutes ses formes, dont le CNAM a été bénéficiaire par le projet Confluence, sur lequel je pense Michel Théré reviendra un peu plus en détail. Et je suis en fait dans cette partie de l'Agence nationale de la recherche qui gère les qu'on appelle la DGPIE, la direction des grands programmes d'investissement de l'État, qui gère donc tous les programmes des PIA qui sont maintenant rassemblés dans France 2030, qui sont justement politiquement gérés par le SGPI. Donc on est effectivement dans cette partie de l'ANR qui est en relation directe avec le SGPI et donc avec le Premier ministre, la Première ministre selon les cas, puisqu'on gère on met en œuvre en fait ces grands programmes d'investissement de l'État. Alors moi je vais vous parler, puisque c'est le sujet de cet après-midi, du rapport Formation, Territoire, Adaptation, Emploi, en particulier dans le cadre de l'action Excellence, et puis un peu d'innovation aussi en lien avec cette problématique. Alors, depuis Schumpeter, alors je ne vais pas faire l'histoire de l'innovation, rassurez-vous, je serais bien incapable d'ailleurs, mais je cite quand même Schumpeter parce qu'on sait c'est quand même le grand acteur, le grand théoricien de l'innovation. L'innovation technologique, tout en restant évidemment reconnue comme un important vecteur de développement économique, n'est plus la seule à être envisagée comme telle. Il est reconnu que l'innovation sociale, l'innovation pédagogique dans le secteur de la formation, et l'innovation organisationnelle dans le secteur de l'entreprise comme dans celui de l'administration, et je prends administration au sens le plus large, les universités sont aussi des administrations, le CNAM est aussi une administration, sont tout aussi importantes tant pour le développement économique lui-même que pour le progrès social. Dans cette perspective, on peut affirmer que l'action Excellence sous toutes ses formes de France 2030, alors je rappelle brièvement, cette action a été dotée de 800 millions d'euros, a été lancée en 3 vagues, de 2022 à 2024. 46 établissements en ont été lauréats, dont le CNAM, principalement des universités et quelques communes. C'était la Commuesa, mais ensuite c'est revenu porté par le CNAM. Donc on peut affirmer que l'action Excellence de France 2030, en impulsant des réflexions et des projets qui tentent à faire évoluer les modes d'organisation des établissements, est en elle-même une action marquée du sceau de l'innovation. Or, il est particulièrement intéressant de constater que les évolutions internes que proposent les établissements dans leurs projets qui ont été retenus donc, par excellence, par le jury d'excellence, le jury international, que ces évolutions internes ont pour moteur principal la perception qu'ont les établissements de la nécessité où ils sont d'évoluer dans leur organisation en particulier, pour être en connexion plus efficace avec leur territoire et pour mieux répondre aux attentes et aux besoins d'une société en évolution rapide. Tout ce qu'on a regroupé sous le terme des transitions, toutes les transitions. Et en effet, l'appel à projet Excellence mettait l'accent sur 2 éléments importants qui devaient se trouver dans tous les projets. Le fait que le projet soit en lien avec la stratégie de l'établissement, sa signature propre, et le fait que le projet structure les rapports de l'établissement avec son territoire. Donc c'était vraiment 2 aspects très importants des attentes du projet. Et par conséquent, ces 2 aspects très importants que l'on retrouve dans les projets, les 46 projets Excellence. De manière diverse et variée, mais on les retrouve. Alors, pour répondre aux nouveaux défis portés par notre monde en changement rapide, il faut en effet favoriser l'interdisciplinarité, ce qui implique de concevoir formation et recherche en fonction de l'objectif social, politique, économique à atteindre, et non plus de l'organisation académique en champ disciplinaire. De plus, les universités ont le souci de s'organiser pour être mieux en mesure de percevoir et recevoir les demandes de leurs partenaires socio-économiques et politiques, des territoires, et mieux pouvoir y répondre,
en conséquence, de nombreuses innovations organisationnelles ont vu le jour dans le cadre de ce programme Excellence, ou parfois en dehors, mais elles ont été à ce moment-là soutenues et renforcées par le projet Excellence. Quelques exemples rapides. Je prends le projet CISAM+, de l'Université d'Aix-Marseille. Alors, l'Université d'Aix-Marseille avait déjà fait une fusion d'universités. Quelquefois, le projet Excellence a été le moteur de cette fusion. Là, ce n'était pas le cas, puisque l'université avait déjà fusionné ces 3 universités d'origine. Pourquoi fusionner? Pour favoriser, entre autres, l'interdisciplinarité et la mise en commun de compétences diverses nécessaires pour répondre aux nouveaux défis. Donc, l'Université d'Aix-Marseille avait créé 18 instituts communs de formation et de recherche, une très grosse université. Et puis, elle avait mis en place cet objet partenarial qui était le projet CISAM, Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille, lieu où des acteurs privés et publics se réunissent pour faciliter l'innovation sociale, technologique, organisationnelle, au sein d'un lieu unique de créativité entrepreneuriale où se connectent labos, talents, acteurs du développement, de tous ordres. Collectivités, associations, entreprises, enseignants-chercheurs, labos, etc. Et qu'est-ce qu'est le projet CISAM+? Le projet CISAM+, est un projet qui fait essaimer la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille, qui était à un endroit précis dans tout le territoire. Donc il y a 6 implantations qui sont en train de se faire progressivement, justement, dans tous les lieux du territoire. Je prends un autre exemple, le projet LUE-ET, qui veut dire Lorraine Université Éducation et Territoire, qui est le projet donc, qui a été retenu pour l'Université de Lorraine, qui comporte 3 volets, formation, ancrage territorial et sciences avec et pour la société. Donc je ne m'occupe que du volet ancrage territorial. Alors, la question que s'est posée l'Université de Lorraine, c'est comment répondre au constat que les jeunes qui sont dans les territoires, qui ne sont pas dans les grandes agglomérations, qui sont dans les territoires, vont moins à l'université, dans l'enseignement supérieur de manière générale, que quand ils sont dans les métropoles, et qu'ils ont également des difficultés renforcées d'insertion professionnelle. Alors, l'université y répond de différentes manières. D'abord, elle a créé une conférence universitaire territoriale. Sur le territoire que recouvre en quelque sorte l'Université de Lorraine, il y a 4 départements, 2 métropoles et 11 collectivités territoriales. Donc, l'université a créé cette conférence universitaire territoriale qui se réunit une fois par an et qui a des groupes de travail, évidemment, qui travaillent toute l'année. Par ailleurs, elle a entrepris d'avoir une caractérisation fine des différents territoires par des études qui produisent des cahiers de données à l'échelle des départements et des sites sur les besoins du territoire, sur la structure du territoire. Et ensuite, par co-construction, dans des ateliers de réflexion où les collectivités sont naturellement et les entreprises sont naturellement représentées, elle a entrepris sur chaque territoire qui peut correspondre au département ou à une communauté de communes, selon les cas, d'établir un SDUT, alors encore un schéma de développement universitaire territorial pour partager les ambitions et les actions pour réduire cette inégalité d'accès et d'insertion. Et donc 4 SDUT ont déjà été signés avec Thionville, Épinal, Lunéville, Bar-le-Duc. Et évidemment, il ne s'agit pas d'en rester là, il s'agit de les mettre en œuvre, ces SDUT, grâce à ce travail de collaboration avec les partenaires territoriaux et économiques. Alors, un autre exemple que je citerai plus rapidement, CityFab. CityFab, c'est le nom du projet Excellence de l'Université Gustave Eiffel. Alors, dans le cadre de ce projet, eh bien, l'université répond à des demandes qui viennent du territoire, des collectivités, des villes souvent. Et ce sont des études de cas qui sont construites avec les territoires pour répondre à leurs demandes. Donc le territoire fait une demande de résolution, je dirais, d'un problème. Et
par le biais d'étudiants et d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de labos, l'université fait des propositions, travaille avec les territoires et fait des propositions de réponse à ces demandes. Et je prends le dernier exemple que je prendrai sera celui de CY Generations, qui est donc le projet de l'université de Cergy et de son consortium, de ses partenaires. Et là encore, c'est un programme qui comporte différents éléments au service de l'innovation sociale. Par exemple, un diplôme d'université en formation initiale et en formation continue, design et innovation sociale a été mis en place. Et puis, l'université travaille à ce qu'elle appelle en bon français, Sustainability Case Factories. Donc, ce sont des cas qui sont rédigés par les collectivités territoriales. Là aussi, ça ressemble un petit peu à ce que fait CityFab, mais CityFab le fait vraiment sur la ville durable, en fait. C'est sa thématique principale. Là, c'est plus varié. Et donc, ces collectivités territoriales proposent des cas à résoudre, des problèmes à résoudre, et les étudiants y travaillent, encadrés par leurs enseignants, dans une pédagogie par projet, on va dire. Cette pédagogie par projet se développe beaucoup dans les universités actuellement. Enfin, il y a un lieu d'innovation qui a été créé, qui s'appelle le Design Social Lab, et qui est un lieu d'apprentissage de l'innovation sociale. Alors, parfois, cette nouvelle organisation va jusqu'à transformer partiellement ou complètement l'organisation et le fonctionnement de l'université. Je prends l'exemple de l'Université de La Rochelle, où, en fait, un nouveau modèle d'université a été créé, alors pas en un an, c'est vrai, il a mis probablement plusieurs années à être mis en place, autour d'une thématique qui est apparue comme la thématique principale à la fois des forces de recherche de l'Université de La Rochelle, de ses formations et du territoire, qui s'appelle le littoral urbain durable intelligent, l'UDI. Et donc l'université s'est regroupée complètement autour de cette problématique. Il y avait avant 4 UFR et 10 laboratoires. Il y a maintenant un pôle licence, un collégium global, et un institut LUDI qui regroupe master et doctorat, et puis un IUT qui n'est pas vraiment rentré encore dans cette organisation, mais qui ne va sans doute pas tarder à le faire. Voilà. Et donc, le projet Excel-LR renforce en vérité cette spécialisation, mais qui est, comme vous le voyez, en lien avec le territoire. Quelquefois, c'est simplement la création de nouveaux espaces pour mettre en relation science, innovation et société. Par exemple, le projet FireUp de l'Université Paris-Cité a mis en place ce qu'il appelle des atriums. Alors, il y en a un sur les géosciences, un sur l'humanité et sciences sociales et un sur la santé des femmes, qui sont des endroits où se regroupent, là encore, pour réfléchir aux évolutions nécessaires de l'université ou aux réponses qu'elle peut apporter, des collectivités, des entreprises, des labos. Et qui sert aussi à, je dirais, renforcer la recherche participative et tout ce qui est science avec et pour la société. Enfin, le projet de Tarbes, par exemple, est assez intéressant aussi, dans le point de vue qui nous occupe, dans la perspective qui nous occupe, puisque Tarbes a créé, par fusion entre l'ENI de Tarbes, l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, et l'IUT, une nouvelle université technologique qui a pour projet de répondre aux besoins des territoires, en particulier aux besoins du développement du nombre d'ingénieurs dans un certain nombre de secteurs qui sont liés évidemment au contexte économique du territoire. Je n'ai pas regardé l'heure, donc dites-moi si c'est bon. OK. Alors, parfois aussi, cette transformation organisationnelle n'est pas requise, souvent parce qu'elle a déjà eu lieu, ou que l'université a, par tradition, un très bon rapport avec son territoire et ses besoins. Je prends le cas de l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse, dont le projet Excellence s'intitule MathLight 4.0,
Alors, c'est Mathlight parce que c'est tout ce que la lumière peut faire sur les matériaux, en gros. Je ne suis pas physicienne, donc je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Mais en tout cas, l'Université de Mulhouse a une histoire régionale qui est déjà fondée sur le lien entre recherche, formation et débouchés industriels. Ainsi, par exemple, elle a déjà 7 labcoms, c'est-à-dire des laboratoires communs entre l'université et des entreprises. Et le projet Mathlight 4.0, donc qui se focalise sur les processus induits par la lumière, va permettre, entre autres, à l'université de développer une plateforme d'innovation avec 4 laboratoires communs qui sont communs avec des entreprises, donc Aptar Group, Arkema, Timac Agro et Atolite. Et ça va lui permettre en particulier de développer des formations qui vont permettre l'implantation de nouveaux industriels dans la région et donc la création d'emplois. C'est ce qui s'est passé avec Atolite, par exemple, qui a demandé à l'université de faire ce labcom et d'acquérir en fait des matériels qui sont très précieux, qu'on ne peut pas trouver dans toutes les universités. Et le projet Excellence leur permet d'acquérir ce matériel et donc leur a permis d'attirer Atolite dans la région. Ainsi, on peut le voir, les universités sont devenues, peut-être pas toutes, mais elles le deviennent de plus en plus, des foyers d'innovation par la recherche-transfert, par la formation, par l'organisation. Ces dernières années, je dirais facilement ces 10-15 dernières années, les programmes d'investissement d'avenir, l'État, l'ANR, ont favorisé ces évolutions. Particulièrement dans la volonté de transférer, de faire plus de liens avec la société et de faire plus de transferts vers les territoires. Je ne vais pas citer tous les appels à projets, toutes les actions qui vont dans ce sens, mais je citerai par exemple les NCU, les nouveaux cursus à l'université, qui encouragent donc tout ce qui est évolution des formations vers des formations plus par projet, des formations plus modulaires, des formations plus hybrides qui répondent mieux aux besoins et aux demandes de la société et des territoires. Je citerai aussi les compétences et métiers d'avenir, CMA, et les campus des métiers et des qualifications, CMPU, les SAT, les pépites entrepreneuriales, les innovations en santé et beaucoup d'autres. Dans ces actions NCU, d'ailleurs, le projet ESAM 2030 porte particulièrement des ESAM à l'époque, qui je crois, je ne sais plus si c'est le CNAM ou l'ENSAM qui le porte, c'est l'ENSAM, porte l'accent sur le rapport avec les besoins du territoire. Ainsi, l'innovation pédagogique est également largement répandue dans Excellence, souvent au service des besoins du territoire, de nouveaux types de formations pour de nouveaux besoins d'emploi et pour de nouvelles compétences requises dans les emplois sont mises en place. Par exemple, le projet IREKIA, qui est le projet de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, s'appuie beaucoup sur des Fab Labs avec des études de cas proposées par les partenaires socio-économiques et une professionnalisation des formations. Ceci à la fois pour attirer plus de jeunes du Pays Basque dans les études et pour leur offrir de meilleures chances d'insertion professionnelle et pour mieux répondre aux besoins du territoire. Alors, le projet IREKIA est intéressant parce que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'UPPA, n'est pas que dans les Pays Basques, elle s'étend plus largement, mais elle a remarqué que dans les Pays Basques, peu de jeunes entraient à l'université. Et donc, elle a vraiment concentré son projet sur le Pays Basque, sur les besoins en emploi, sur les besoins en formation. Et elle met en place progressivement ces différents Fab Labs où peuvent venir travailler ensemble des entreprises, des laboratoires, des étudiants. Elle les a déterminés en fonction des capacités, de ces capacités de recherche, évidemment, mais aussi des besoins d'emploi du territoire. Il y a aussi de plus en plus de recherches sur le terrain, qui sont compris dans les formations. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, en Polynésie, des formations se mettent en place avec beaucoup de recherches sur le terrain et beaucoup d'études de cas. J'en ai donné des exemples, d'études de cas fournies par les entreprises ou les collectivités. Alors, compétences et métiers d'avenir, qui est une action qui s'étend depuis 2021 jusqu'en 2025, a justement pour objectif de répondre aux besoins des entreprises et des institutions publiques en matière de formation initiale et continue pour permettre l'acquisition de compétences nécessaires aux métiers d'avenir. Je vous cite ici une petite partie de l'appel à projet.
Alors, c'est une action qui accompagne les transitions des métiers, numérique, santé, énergie, alimentation, transition en général, et qui finance à la fois des diagnostics et des dispositifs de formation initiale et formation continue. 59 diagnostics et 116 dispositifs de formation ont été financés entre 2021 et 2023, et le CNAM est d'ailleurs présent dans plusieurs des consortiums déjà financés. Mais je dirais que cet appel à projet CMA, il est donc spécifique à des filières d'emploi. Les projets Excellence, eux, vont permettre, en tout cas c'est leur ambition, un traitement global de la demande et dans l'ensemble du territoire. Alors l'originalité de Confluence dans cet appel à projet, dans cette action Excellence, comme des AM 2030 d'ailleurs dans les NCU, c'est bien le lien étroit formation, territoire, emploi. Même si, comme vous l'avez vu, d'autres projets l'envisagent et pas seulement ceux que j'ai cités, mais ils l'envisagent souvent dans des domaines ou dans des territoires restreints, soit des domaines professionnels, soit des territoires restreints. Confluence, grâce à l'organisation du CNAM et de ses partenaires, qui a été rappelé avec ses 115 000 étudiants, ses 5 000 enseignants, ses 230 campus, surtout, répartis sur tout le territoire, et en s'appuyant sur les PIA antérieurs, peut agir sur l'ensemble du territoire, avec une souplesse et une vitesse d'adaptation, ça a été rappelé également, qui lui sont propres. C'est en cela même que consiste le projet, former aux compétences de demain dans les secteurs essentiels à l'économie française et à sa compétitivité au service des transitions. Et il s'agit bien de transformer les formations avec agilité, en les rendant plus multimodales, cours en ligne mais aussi enseignement par projet, plus modulaires, et de le faire en répondant aux besoins des différents territoires, tels qu'analysés par l'outil Octopilote, et toujours en lien avec les acteurs économiques, afin de renforcer l'employabilité des apprenants et la pertinence des formations, mais je laisserai Michel Théré en parler plus largement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'abord pour ce tour de France de ce qui se fait ailleurs. C'est très important pour nous de connaître tout cela et ça nous a conduit à réfléchir aussi à cette concurrence saine entre les universités et le CNAM, parce qu'on voit que les universités se positionnent aussi sur le déploiement d'une offre territoriale, d'une offre aussi dans le domaine de la formation continue. Donc, que le meilleur gagne, en quelque sorte, mais travaillons ensemble également. Et c'est ça aussi le message que j'essaye de porter. Et puis, merci d'avoir évoqué notre projet. Et auparavant, ce fameux projet donc, qui a été repris par l'ENSAM, donc de NCU, j'en dirais juste un mot pour dire que même s'il est repris par l'ENSAM, il y avait quelques reliquats et grâce à ce projet, nous allons pouvoir déployer aussi un nouveau projet. Nous adaptons aussi à une demande et à des besoins à destination de la réorientation réussie des étudiants. Donc c'est un projet de double cursus, bachelor plus licence, pour des étudiants qui sont inscrits à l'université mais qui dès le mois de novembre se rendent compte que ça ne fonctionne pas forcément comme ils le voulaient et surtout qu'ils n'ont peut-être pas fait les bons choix. Eh bien, nous allons leur offrir de venir au CNAM, que ce soit au CNAM, établissement public à Paris ou dans les territoires, et d'avoir un enseignement plus modulaire, exactement comme vous l'avez dit, les besoins d'un enseignement qui soit plus par projet, qui soit plus hybride, plus transdisciplinaire. Et donc, si on peut lancer l'expérience, c'est aussi grâce à ce dispositif NCU qui se concentrait aussi sur les Bac+1. Voilà. Eh bien, il est temps maintenant de vous dévoiler tout ce que contient Confluence. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministratrice Générale. Je profite de cet instant pour remercier Lise Dumazy parce qu'on n'a pas gagné Confluence la première fois qu'on l'a déposé. On n'a pas gagné Confluence la deuxième fois que nous l'avons déposé. On a gagné Confluence la troisième fois. Et à chaque fois, Lise Dumazy m'a expliqué ce qu'on pouvait améliorer dans le projet. Et ses conseils ont été très utiles. Donc, je voulais la remercier aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, c'est un projet qui a été gagné avec un ensemble d'établissements amis. Je salue Anne D'Orazio, la directrice générale de l'ENSA PLV qui est ici.
Le CNAM, l'ENSAM, le CESI, l'ENSA-PLV, IFM, l'école Dupéré, qui est une école de mode à proximité d'ici, les Compagnons du Devoir et du Tour de France, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Donc un projet de 8 ans de 13,3 millions d'euros d'aide. Alors, le projet, évidemment, s'insère parfaitement dans le programme de la journée. C'est la question de l'adéquation de la formation aux besoins des territoires. C'est ce dont nous parlons depuis le début de l'après-midi. Et il y a aussi la question des lieux, des nouveaux lieux. Tout à l'heure, le président du Grand Chalon nous en a parlé, l'usinerie, qui est un des endroits, un de ces lieux nouveaux. Le projet a été travaillé avec beaucoup de gens, dont le professeur Michel Béra, qui est aussi à l'initiative de l'école de Big Data de Chalon, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, juste en 2 mots, notre problème principal au CNAM, et c'est un problème partagé par les directeurs et les présidents des centres régionaux, c'est de savoir ce que vaut notre offre de formation. Voilà, donc à rien de parler du fameux catalogue des 750 formations, on l'appelle la BDO, la base de l'offre, mais toute la journée on se demande est-ce qu'elle est bien adaptée, est-ce qu'elle correspond bien, peut-on s'en écarter, ne peut-on pas s'en écarter, et ainsi de suite. Et en fait, pour construire l'offre de formation, il y a plein de manières de faire. Donc, parfois, il y a une manière de faire qui consiste à regarder ce que demandent les branches professionnelles et d'adapter dans des formations un certain nombre de modules professionnels. On travaille beaucoup avec la branche du ferroviaire, et donc il y a un projet européen qui s'appelle Staffer. On appelle ça l'approche par plugin. Donc on prend un diplôme et on insère des choses venant des branches professionnelles dedans, et ça maintient le diplôme. Ça, il n'y a guère que le CNAM qui sait le faire, hein, avoir la souplesse de modification d'une maquette en insérant des choses rapidement. La rapidité, évidemment, on essaye d'être rapide, d'être une fast university, même si c'est un oxymore d'après certains, mais voilà, on essaye d'être rapide. L'approche par plugin. La deuxième approche, c'est plutôt une approche où un nouveau secteur industriel naît et on accompagne. Aujourd'hui, le secteur le plus important industriellement en Europe, c'est l'automobile, avec le passage à l'électrique, avec la menace chinoise sur toute l'industrie automobile. Et donc, là, on accompagne une société française qui s'appelle Vercor, qui construit une gigafactory. Et on fabrique, en même temps qu'on fabrique l'usine, on fabrique le diplôme. Mais c'est difficile, hein, je sais, merci beaucoup au directeur Dora qui essaye de lancer ces nouveaux diplômes, mais nouveaux métiers, nouvelles usines, voilà, il faut trouver le public, il faut vérifier que ça marche. Et puis, il y a la troisième approche, qui est l'approche Confluence, qui consiste à dire on va se baser sur des données. Vraiment, on va faire quelque chose de données massives, big data, et on va déshumaniser un peu les choses. Hein. Je suis désolé sur le mot déshumaniser, mais je l'emploie volontairement. On va essayer de se baser plus sur les données, et c'est ce que nous avons essayé de faire, et de voir que nous disent les données sur les métiers de demain, les métiers du futur, les endroits et les lieux. Alors, pour cela, évidemment, on s'est basé, on a beaucoup travaillé, et on a beaucoup travaillé avec Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, qui a un outil qui, à nos yeux, après une étude assez longue et qui continue aujourd'hui, est un des meilleurs outils d'identification des besoins. Alors je vous ai juste présenté le premier écran d'Octopilote. Et la première question qu'il pose, c'est ça qui est important, c'est choisissez votre région, voyez-vous ? Pas choisissez votre métier, choisissez votre discipline, choisissez votre région. J'ai pris évidemment Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui. Et après ça, vous avez un deuxième écran qui va vous proposer de choisir votre métier. Donc j'ai choisi éventuellement ingénieur en informatique et puis avec des familles de métiers. Et à partir de ce moment-là, vont dérouler tout un ensemble d'écrans de contrôle qui vont vous donner des informations. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais, je réutilise des termes anglais tout le temps, je suis désolé, mais des dashboards et de la data visualisation. Et donc, je ne vais pas continuer, mais voilà, par exemple, Bourgogne-Franche-Comté, ingénieur en informatique, voilà les réponses. Alors quelles sont les réponses finalement ? C'est que le métier est en tension, c'est-à-dire que les entreprises n'arrivent pas à embaucher, mais que malgré tout, il n'y a pas énormément d'emplois à moyen terme, même si le peu qu'il y a, on n'arrive pas à le couvrir. Et vous avez aussi la question, est-ce que l'on forme des gens ? Oui, manifestement, on forme sans doute à peu près suffisamment, mais le métier reste en tension. Et en fait, quand on reprend ça, et alors là, après, si vous aviez le temps d'aller sur octopilote.pro, jouez sur tous les écrans, toutes les données, tous les petits, et vous aurez pour chaque secteur combien d'étudiants sont allés vers ces métiers, combien de collégiens ont choisi ça avec Affelnet, combien de lycéens dans Parcoursup ont dit qu'ils voulaient faire de l'informatique, quelles sont les offres d'emploi. Vous aurez vraiment l'analyse complète. Voilà, donc à nos yeux, véritablement, ça c'est fait, c'est bon, on a
les besoins. On a les besoins qui se traduisent pas mal. Alors, ils se traduisent pas mal en familles d'activités professionnelles, les fameuses FAP, donc avec une terminologie qui n'est pas tellement académique et enseignement supérieur, mais qui est vraiment marché du travail. Et après, nous, il faut qu'on intervienne. Et donc, comment va-t-on intervenir? Alors, je vous ai juste représenté ici toutes les bases de données qui sont lues par Octopilote. Voilà. Octopilote, donc c'est une petite pieuvre. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi une pieuvre? Parce que toutes ces tentacules plongent dans des bases de données qui sont accessibles. La plupart sont en data.gouv.fr ou d'autres. Et puis, pour toutes ces bases de données, vous avez le sas d'entrée qui s'appelle l'API en informatique. Donc, vous pouvez ouvrir la base de données, la requêter, enfin faire une requête dessus, pardon, et vous aurez toutes les informations. Donc c'est en cela que c'est intéressant, si vous voulez, c'est objectivé. Je veux dire, on peut toujours dire on a besoin de ceci ou de cela. Là, toutes les bases de données sont lues, et c'est ça qui nous intéresse. Je ne vais pas après être complètement piloté par les données, mais je veux savoir quand, le CNAM veut savoir quand il ouvre une formation, qu'en disent les données, qu'en dit le métier, etc., mais de manière très objective. Alors nous, qu'est-ce que l'on va faire après? On a ces besoins et on doit intervenir. Et là, ça devient plus compliqué. Parce que nous, établissement d'enseignement supérieur, on a le catalogue des 750, on a toutes les UE, on a tous les cours qui existent au CNAM, on a toutes les connaissances. Tout ceci est décrit en syllabus. On a ça au CNAM, on a ça à l'ENSA-PLV, on a ça au CESI, on a les cours des compagnons du devoir, on a les cours de l'ENSAM. Et ce que nous, on va faire, c'est qu'on va les ouvrir avec des outils plutôt de type IA, on va lire les syllabus et on va en extraire le maillon qui doit aller entre les métiers et ces connaissances, donc ces fameuses compétences, les fameuses skills, etc. Donc on va essayer d'utiliser les compétences comme le maillon qui nous permet de dire ces métiers qui ont été identifiés dans telle région, finalement, quand on prend tel et tel cours, on devrait y arriver. Alors j'ai représenté deux graphiques. Alors j'ai représenté évidemment une petite pieuvre aussi qui s'appelle Octosyllabus. Il faudra que... Voilà, qui va être notre pieuvre à nous, qui va discuter avec l'autre pieuvre, bien sûr, qui va se plonger dans les bases de données de tout le monde. Et sa réponse sera un assemblage nouveau et à la volée d'unités existantes. Encore une fois, il y a plein d'enseignants-chercheurs dans cette pièce, ils savent très bien que les cours qu'ils construisent ont besoin d'un rythme lent, sont adossés à de la recherche qui est un rythme très lent. Donc on est sur un système rythme lent, et de l'autre côté, on a un marché de l'emploi sur rythme rapide. Le président en parlait tout à l'heure de la rapidité. Et donc, ce que l'on pense, c'est qu'il faut être capable, dans des diplômes, de réassembler à la volée des blocs, des UE, des syllabus, pour répondre, pour fabriquer les compétences demandées par des métiers. Donc, en fait, toute la difficulté, c'est d'associer ce rythme long et ce rythme rapide, voilà, et de faire cet assemblage. Alors, faire cet assemblage, l'outil va y arriver, et après, il va falloir le déployer. Le déploiement va être compliqué. Parce que même si j'invente un diplôme nouveau très intéressant, il faut que je sache le déployer dans telle ou telle région. Aurons-nous les enseignants, aurons-nous les vacataires, aurons-nous les salles, les labos, les lieux, qui sera le point où je vais arriver après. Donc, cette question du déploiement, évidemment, sera dure, mais là, il appartiendra aux établissements d'enseignement supérieur, avec ces données objectives, de savoir s'ils y vont ou s'ils n'y vont pas. Le seul frein que l'on a, c'est un frein d'agrément. Je veux dire, pour ouvrir, on parlait ce matin de l'école d'ingénieurs, je pense que pour ouvrir un nouveau diplôme d'ingénieur en France, il faut 4 ou 5 ans. Pour ouvrir de nouveaux licences, de nouveaux masters, il faut un temps fort. Donc on a un frein de feu vert, de go, de nos tutelles pour nous dire allez-y. Bon, mais on peut espérer qu'un jour, on nous dira allez-y, créez cette licence, créez ce diplôme, je reviendrai dans 3 ou 4 ans, s'il n'est pas bon, je l'arrêterai, mais allez-y a priori. J'ai besoin d'un go a priori pour m'en sortir. Voilà. Alors, tout ceci ne peut... Alors, je profite de l'instant. Vous avez vu sur le premier slide le lancement officiel du logo Confluence que vous avez en haut à gauche. La Confluence, c'est le C formé avec ces 4 petits C qui sont toutes ces choses qui vont confluer ensemble, si j'ose dire. Alors, pour faire tout ça, c'est bien gentil, mais il nous faut des lieux. Il nous faut des nouveaux lieux d'enseignement. Et donc, c'est le deuxième volet du projet. Il y a énormément de lieux. L'usinerie, c'est un lieu. C'est un de ces nouveaux lieux. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de tous les lieux, et je vais mal parler de certains lieux. Anne, je suis désolé, je vais parler d'un des lieux de l'architecture, mais je pense que tu préciseras après. La responsable des lieux, Daniela Rodriguez, est là-haut, je la vois. Donc, l'École nationale supérieure des arts et métiers, nos cousins, avec qui on nous confond tout le temps, eux ont un projet qui s'appelle les ELF, Evolutive Learning Factory, qui consiste à fabriquer des usines taille réduite où on aura tous les éléments de la chaîne de production pour accompagner la réindustrialisation française.
Alors, vous avez peut-être remarqué qu'une partie de mes slides sont en anglais, mais ceci, c'est grâce au projet Excellence. Le projet Excellence a été évalué par un jury international, ce qui a été d'ailleurs une excellente chose pour nous, je pense. Ça a permis d'avoir une vision assez globale sur notre projet, et c'est pour ça que certains slides sont encore en anglais. Voilà. Et qu'il y a un mélange d'anglais et de français dans ce que je vous présente. Donc, ces types de lieux, ces Evolutive Learning Factory de l'ENSAM, font partie du projet, et vous voyez où ils vont être déployés. Ils seront dans tous ces endroits. Il faut bien comprendre que tous les établissements qui travaillent sur le projet Confluence se sont mis d'accord pour dire que ces lieux seraient ouverts aux élèves des autres établissements. Donc, ces lieux que je vous présente, je parle sous le contrôle de l'ENSAM, sont ouverts aux élèves du CNAM. N'est-ce pas, Daniel? Engage-toi, s'il te plaît. Voilà, il faut juste savoir combien d'élèves du CNAM. Si on leur en envoie 100 000, peut-être qu'ils vont trouver qu'on exagère un peu, mais voilà. Donc des lieux. Donc ces nouvelles formations, on les déploie avec ces lieux. Donc ça, c'est l'approche de l'ENSAM qui est très intéressante. Mais nos amis du CESI ont une autre approche. Ils disent, c'est bien les évolutives, mais c'est un peu gros. Il faudrait faire ça en plus petit. Est-ce que je peux faire avec une dizaine de tables et quelques maquettes une micro-learning factory et non une evolutive learning factory, et je la déploie aisément. Donc on va aussi déployer des micro-learning factory. On est un petit peu dans le même esprit. Désolé, je n'ai pas mis de photos sur la transfabrique. Le CNAM, lui, va créer un endroit où on va transformer des choses, où on va faire du design, etc. Mais je n'avais pas trop d'images, donc, mais il y aurait le lieu de la transfabrique du CNAM. Et puis, voilà, il y a les lieux de l'école d'architecture de la Villette qui en fait, a une chaire qui s'appelle EFET, donc expérimenter, faire et transmettre, et dont le but est de s'intéresser à des... C'est très délicat de parler devant la directrice de l'ENSA-PLV sur ces sujets-là, mais est-ce que Anne, je peux me permettre... Je passe un examen, c'est extrêmement dur pour moi, avec un public en plus. Voilà. Bon, donc de voir des lieux en France où il s'est passé des choses et où il pourrait demain s'en passer d'autres, où on pourrait faire de la formation, où on pourrait inventer des nouvelles vies, inventer des nouvelles choses, et la seconde vie d'un certain nombre de lieux. C'est une question qui est intéressante d'ailleurs. L'entreprise Schneider Electric, aujourd'hui, quand elle construit une usine, ou un centre de recherche, prévoit dans 15 ans, quand elle ne sera plus là, est-ce qu'il sera transformable en centre de sport, en centre commercial, etc. La deuxième vie de ces endroits que l'on construit, le prévoir à l'avance. Mais bon, Anne interviendra, je pense, mieux que moi tout à l'heure là-dessus. Et puis, le troisième grand volet, évidemment, c'est un projet de l'ANR, donc il y a de la recherche. Il y a énormément de projets de recherche dans le projet Confluence. Il y a pas mal de thèses sur le travail, la sociologie du travail, l'évolution du travail. Il y a évidemment les bases de données, il y a celles qui existent et celles que l'on doit fabriquer par des études prospectives de sociologie. Donc il y a un certain nombre de thèses qui sont prévues. Et puis il y a des domaines un peu particuliers où il y a un manque de recherche, en particulier dans le domaine de la mode. Ça va peut-être vous étonner, on dit toujours que Paris est la capitale de la mode, hein, tout le monde a cette idée-là en tête. En fait, oui et non, les deux vraies capitales de la mode en ce qui concerne de la recherche sont Londres et Milan et pas Paris. Voilà, donc l'Institut français de la mode, donc vous avez une image à gauche, a prévu de développer le doctorat dans le secteur de la mode. J'ai mis tout à fait sur la droite quelques chiffres sur l'industrie du luxe, de la mode et de toutes les entreprises en France. Alors je n'ai pas mis de carte de toutes les endroits en France où on a des pôles d'excellence dans le domaine de la mode, mais c'est gigantesque. Sachant qu'en particulier dans le domaine de la maroquinerie, qui est la composante principale du chiffre d'affaires de la mode et du luxe, eh bien, vous avez un certain nombre d'endroits en France où il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Je remercie encore tous les partenaires de ce projet et puis évidemment l'ANR qui le finance. Alors, comme l'a bien dit Lise Dumazy, les programmes Excellence sont des projets structurants qui doivent transformer une université, transformer sa signature, transformer. Là, on s'est adressé à une commu, donc un regroupement d'établissements. Mais le regroupement, bon, la commu a été dissoute, mais le regroupement existe toujours. Et qu'est-ce qu'on va transformer? On ne va pas transformer des organisations internes, on ne va pas créer. Mais on va transformer la manière dont on imagine la conception de l'offre de formation. Cette conception de l'offre de formation, on va la rendre un peu plus objective, si j'ose dire, un peu plus basée sur des données. Non pas qu'on se soit trop trompé aujourd'hui, mais parfois on a peut-être raté des choses, parfois on s'est trompé, mais en tout cas on prend des risques. Quand on construit des programmes, moi j'ai construit des programmes pour l'école d'ingénieurs pendant un certain temps, j'espère ne pas m'être trompé, mais en fait,
personne n'est jamais venu me taper sur l'épaule en me disant « c'est pas très objectivé ce que tu nous proposes là ». Voilà. Donc là, on voudrait rassurer ceci et puis avoir une démarche différente pour que les chefs d'établissement de nos établissements puissent dire « bon voilà, après, go, no go, ça appartiendra, c'est pas la machine qui va prendre la main, mais au moins on essaye d'objectiver mieux et puis donc de correspondre mieux au territoire, ce qui est le thème de cet après-midi ». Merci beaucoup Michel. Je retiens cette phrase qui est en fait extrêmement ambitieuse, qui n'a l'air de rien peut-être, mais qui était très ambitieuse, transformer la manière dont on imagine la conception de l'offre de formation. Et en effet, c'est tout à fait en lien avec le début de l'après-midi sur la décentralisation des formations, partir en fait des territoires, partir des données et non plus partir des disciplines et des... Enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais des cours existants. Il va falloir ajuster, adapter sans cesse aux besoins locaux et aux besoins des territoires. Donc je pense que c'est extrêmement utile. Nous avons un gros travail devant nous. Nous le ferons avec tous les membres des âmes qui sont associés à ce projet. Et pour montrer à quel point nous restons associés, je vous propose de venir ici peut-être, de dire quelques mots sur ce projet, en particulier du point de vue de l'ENSA-PLV, c'est-à-dire cette grande école d'architecture. Écoutez, merci. Je n'avais pas prévu d'être à la tribune, mais merci, merci de l'invitation. Merci de. Je suis heureuse quand même d'être avec vous pour ces 230 ans. Quel drôle d'anniversaire, mais quel bel anniversaire. Donc je suis ravie d'être avec vous et puis je suis ravie effectivement de signer la poursuite de ce consortium, alors qui sera signé officiellement dans les semaines qui vont venir. On va finir par y arriver autour de ce projet Confluence. Alors effectivement pour nous, et vous l'aviez dit tout à l'heure, en tout cas pour l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La-Villette que j'ai la chance de diriger depuis quelques semaines. Cette réponse Confluence, elle s'encastre complètement dans la suite de ce que nous avons mené tous ensemble déjà dans le cadre des nouveaux cursus à l'université. Et donc je pense qu'on est bien aussi dans cette poursuite. Alors ce qui est pour notre part et dans l'objectif général qui a été rappelé par Michel Terret, la question pour nos formations, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture, avec cette particularité. On évoquait tout à l'heure les formations en art sur le Grand Chalon. La particularité du réseau des écoles nationales supérieures d'architecture en France, c'est qu'elles sont au nombre de 20. Et entre autres, toutes les régions de France n'en possèdent pas. La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions qui ne sont pas dotés de ces grands établissements. Ce qui est très clair pour nous, c'est que ce programme Confluence, il nous permet effectivement de faire ce travail sur la situation de notre formation et de nos formations. Alors là, je le dis depuis mon établissement, mais aussi depuis le réseau national des 20 ENSA, et donc d'une certaine manière, alors il se trouve que nous sommes la plus importante en taille de ces écoles dans ce réseau national, et donc d'une certaine manière, nous pouvons aussi emporter avec nous l'expertise de notre réseau sur la question de la trajectoire de nos diplômés en architecture et de la diversité aujourd'hui des compétences et des métiers que l'on voit. Et donc ce programme Confluence, il nous permet de mener l'analyse de cette question-là à partir d'un premier axe qui s'appelle Archi-Trajectoire, au sein donc de ce qu'on appelle nous Archi-Confluence, voilà, le programme. Ce deuxième axe, effectivement, comme l'a dit Michel, c'est d'aller travailler autour de cette notion des lieux hybrides et de comment, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, la particularité de nos établissements, c'est qu'on est par essence en mode projet. Et donc c'est comment aussi ce mode projet permet d'associer de manière très précise les acteurs du territoire, les acteurs de l'économie sociale, solidaire, les acteurs les décideurs du territoire à la question de la transformation des lieux qui sont déjà présents sur les territoires. Et donc ce travail sur les lieux hybrides va nous permettre de poursuivre des choses que nous avons déjà initiées et de le développer plus massivement. Et puis, nous avons un troisième axe de développement qui est une plateforme d'action de coopération territoriale et qui est très clairement
Et là, on se pose vraiment... et donc, notre territoire zéro, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui, comment, dans la somme des pratiques pédagogiques qui sont menées depuis nos établissements à destination et dans le dialogue avec les territoires, eh bien, comment on construit, d'une certaine manière, une capitalisation de ces pratiques-là, comment on accompagne nos enseignants-chercheurs, nos étudiants, mais aussi ce dialogue avec les collectivités locales que vous évoquiez tout à l'heure, comment on construit cela, comment on équipe aussi notre administration pour faire plus, pour faire mieux, et comment tout cela nous permet aussi de pouvoir faire par la suite, d'une certaine manière, une forme de narration et une monstration de ces coopérations territoriales qui sont centrales, alors en tout cas dans nos formations. On voit bien l'adéquation ou l'inadéquation qui est présente aujourd'hui entre la présence de lieux d'enseignement tels que nos établissements et la présence d'un vivier professionnel sur le territoire demain. Et typiquement, dans les territoires qui ne possèdent pas de lieux de formation aujourd'hui, on voit bien comment il existe des zones grises ou des zones blanches, typiquement sur l'ingénierie architecturale pour ce qui nous concerne. Donc effectivement, du coup, la Bourgogne-Franche-Comté est une situation emblématique de cela, mais en même temps intéressante parce qu'elle a des ressources fortes, un réseau important, et donc on a déjà commencé à mailler ces offres de formation. Et je finis juste d'un mot pour montrer comment effectivement on se pose la question d'aller sur un territoire pour permettre de l'offre de formation. Assez naturellement, un chef d'établissement aurait tendance à se dire, bon alors on déroule d'abord la licence, puis le master, et puis après on verra bien. Et puis en discutant avec nous, ce qui sont nos interlocuteurs directs de notre champ, le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté, ils nous ont dit, nous là, dans l'immédiat, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'avoir des jeunes professionnels, genre des jeunes diplômés qui viennent s'installer dans notre territoire pour s'y ancrer, pour prendre ancrage. Ça, chez nous, ça passe ni par la licence, ni par le master, ça passe par une 6e année de formation, qui est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui est donc une capacité de pouvoir porter le titre d'architecte. Et donc, du coup, on a décidé, avec la DRAC, avec le CROA, de dire, bon, ok, ça, nous, on sait vous accompagner sur cette formation légère, en finale, que l'on est même capable de déployer à distance depuis la rue de Flandre, ici, dans le 19e, et de travailler avec les acteurs du territoire, à d'abord pouvoir faire le travail de recensement sur les capacités d'accueil des acteurs du territoire, parce que le principe de cette formation, c'est qu'elle porte sur une mise en situation professionnelle des jeunes diplômés. Et donc, du coup, on a d'abord fait ce premier travail de recensement de la capacité d'accueil du territoire pour après accompagner ces acteurs du territoire à être finalement structure d'accueil. Puis, dans un deuxième temps, nous montons vers la formation. Et après, bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre les briques finalement qui sont à l'aval de tout cela. Mais donc là, voilà, de la même manière, on s'inspire peut-être aussi de l'effet CNAM, qui est de pouvoir répondre assez rapidement et facilement sur ce dispositif. Voilà un petit exemple de ce que permet de développer Confluence, mais nous partons sur 8 ans de travail ensemble, donc c'est une belle aventure. Merci. Alors, nous avons le temps pour quelques questions ou observations et nous aurons une pause à 16h15. Oui, Thierry Orsin. Oui, pardon. En fait, j'ai distingué les deux, mais c'est un réflexe ésamien, parce que dans notre ex-commu, dans lequel il y a l'Institut français de la mode et l'école du Perret sur la mode, et puis plutôt l'école Boulle, l'école Estienne, l'ENSAMA pour le design, donc qui sont des écoles, peut-être, la joaillerie, je l'ai mise un peu de côté, mais c'est une erreur, c'est simplement parce que j'étais habitué à cliver en fonction des écoles. Et puis dans le projet Confluence, on a plutôt ciblé la mode. Voilà, on a un peu les écoles d'art autres que la mode ne sont pas trop présentes. Et alors la conservation, c'est encore autre chose. Mais et on a d'autres projets qui s'appuient là-dessus. Emmanuel Thémin vient de partir, mais il avait initié un projet des trophées numériques d'Île-de-France qui consiste à filmer en 3 dimensions tous les métiers d'art
pour conserver les gestes et pour pouvoir les conserver. Donc c'est un travail d'ailleurs qui est mené en commun maintenant avec le musée du CNAM. Ah, Emmanuel, pardon, tu es là, pardon, j'avais pas vu. Tu t'es levé pour laisser partir quelqu'un, mais tu n'es pas parti. Très bien, merci pour cette information. Et vous voyez que nous répondons bien à notre nom de conservatoire également. Hein, conservatoire et innovation. Je crois que vraiment les deux termes peuvent être mêlés et c'est ça l'identité du CNAM. Y a-t-il d'autres questions ou demandes d'intervention? On peut aussi étendre un petit peu le débat à l'ANR. Comment voyez-vous le futur? Voilà. Vous avez... Est-ce qu'on va encore aller vers des grands appels à projets? Est-ce que vous pensez que les méthodes vont un petit peu changer? Est-ce que vous avez quelques indices ou éléments scoop à nous donner? Oui, pardon. Je ne suis pas persuadée qu'on va multiplier encore les appels à projets. Alors, d'autant plus que il y a alors on le dit, tout le monde le dit, il y a une grande fatigue des appels à projets. Il y a un paradoxe dans les appels à projets, c'est qu'ils appellent des appels à projets, si je puis dire, parce que une université, un établissement, une commune, le CNAM, va avoir une somme quand même assez importante à distribuer sur son projet. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des appels à projets. Donc, il y a les appels à projets nationaux, puis il y a les appels à projets en interne, et les enseignants-chercheurs, vous le savez bien comme moi, ont tendance à râler en disant « on passe notre temps à répondre à des projets, ça serait bien de pouvoir travailler de temps en temps ». Donc, il y a effectivement une réflexion, même si c'est en réalité un travail tout à fait productif de répondre à un appel à projet, mais bon, ils ont la sensation d'être dérangés de leur travail quotidien, ce qui n'est pas totalement faux non plus. Bon, donc il y a une réflexion en cours sur comment est-ce qu'on peut faire sans passer par des appels à projets. Alors à mon avis, il y a des avantages et des inconvénients, hein, il faut voir les deux. Il y a un avantage si, par exemple, au lieu de... On en parle, hein, au lieu, et d'une certaine façon, les PEPR sont un peu une façon d'avoir de la recherche dirigée sans appel à projet. Directement. Enfin, alors, c'est bien, mais ça veut dire que, en gros, il y a une instance, en général une instance politique, qui va décider que, je sais pas moi, hein, le numérique c'est là, l'électronique c'est là. Enfin, je caricature, hein, mais enfin, c'est un risque. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même un risque, à mon avis, d'avoir une recherche très dirigée. Alors, il n'y aura plus d'appel à projet, on aura plus de temps, d'accord, mais on n'aura peut-être pas l'occasion non plus de montrer ce qu'on sait faire. Enfin, voilà, moi, c'est un avis. Je n'exprime pas l'avis de l'ANR ni du SGPI, hein, c'est juste une analyse personnelle. Bon, d'un autre... Merci, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que de l'extérieur, tous ces jurys internationaux, bon, ça a le mérite de nous faire de l'anglais, hein, mais c'est peut-être pas formidable pour la francophonie. Mais c'est vrai qu'on peut se demander aussi parfois quelle est leur légitimité. Mais là, je crois que vous venez très très bien de l'expliquer et c'est très convaincant. Vous avez très bien senti le ras-le-bol, si je puis dire, des enseignants-chercheurs. Vous le connaissez, voilà. Et puis, ce phénomène de déception immense quand on s'est beaucoup investi et un rien fait basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est très dur pour les équipes qui ne remportent pas un appel à projet. Et comme vous le dites, les appels à projets appellent les appels à projets. Ceux qui ont eu des récompenses, souvent, vont en avoir d'autres, ne savent plus parfois comment gérer tout cela et dépenser leur argent, quand d'autres ont le sentiment de rester un peu à l'écart. Donc, ça crée aussi un certain sentiment de frustration. Mais il n'y a pas de... On l'a appris ce matin. Il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il y a ce qui est perfectible et ce qui est acceptable et détestable. Hein. Et donc, il faut naviguer. Et peut-être, il y a aussi un équilibre dans toute chose. Peut-être qu'après un certain mouvement, eh bien, il y a un retour vers autre chose qui doit s'effectuer pour trouver le bon équilibre. En tout cas, ce que je constate au CNAM, c'est que nous avons pris, nous avons vraiment pris maintenant le mouvement. Nous sommes dans cette course, nous avons une cellule appel à projet et je vois d'ailleurs les membres de cette cellule. Donc nous sommes prêts pour répondre. Nous avons eu une grosse déception, ce sont les alliances européennes. Je dois dire que ça a été un de mes gros sujets en arrivant, puisque le CNAM n'était dans aucune alliance. Nous aurions aimé pouvoir en constituer une, mais d'abord c'était difficile, puisqu'il ne restait plus beaucoup d'universités étrangères de très haut niveau.
et par ailleurs une alliance sur la formation tout au long de la vie. Au moment où la formation tout au long de la vie devient un sujet central pour les universités, eh bien, c'était un petit peu en décalage par rapport à la commande à la fois des organisations européennes et du gouvernement, qui est de dire aux universités, incluez la formation tout au long de la vie au cœur de vos activités. Donc nous allons ajuster les choses, et ces 2 années d'expérience, de préparation de ce projet d'alliance nous ont permis quand même de mieux connaître beaucoup de partenaires européens, de comprendre aussi comment ils travaillaient. Et c'est ce que vous disiez sur les jurys internationaux, et ce que nous disait ce matin aussi Nicole Gnesotto, il faut nous décentrer, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Et ces appels à projets, lorsqu'ils ont une dimension internationale, de ce point de vue-là, sont quand même extrêmement vertueux. Oui, et c'est aussi quelque chose que l'appel à projet Excellence a favorisé d'une certaine façon. C'est une comment dirais-je, une comparaison de l'établissement avec d'autres établissements. Parce qu'on a demandé aux établissements de nous expliquer, d'expliquer au jury leur signature, leurs particularités, leurs forces et leurs faiblesses. Et pour ça, il fallait qu'ils se comparent au moins au niveau national, mais la plupart du temps au niveau international. C'est très important de se comparer. Ça permet de voir, d'abord, de voir qu'on n'est pas tout seul à faire ceci ou à ne pas faire cela, et d'arriver aussi à se fixer des objectifs qui sont en lien avec ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire mieux que d'autres. Et ça, c'est vrai que je pense que tous les projets qui ont été retenus sont des projets qui ont fait cette analyse-là. Certains projets ne l'ont pas fait et n'ont pas été retenus. En grande partie à cause de ça. Parce que pour le jury, la stratégie ne semblait pas assise sur une véritable analyse des forces et des faiblesses de l'établissement, en réalité. Merci beaucoup et à tout à l'heure.